Bienvenue à la première table d'échange du REFAT dans la série Hiver 2021. La table d'échange s'intitule « Le développement des compétences transversales en formation à distance ». Des remerciements tout particuliers à Patrimoine canadien et au Secrétariat du Québec aux relations canadiennes pour leur généreux appui financier. Nos présentateurs que nous tenons à remercier vivement sont M. Victor Freeman, professeur à l'Université de Moncton, Patrick Giroux, professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi, ainsi que Jacques Kamba, Pampetelalo de l'Université de Moncton également, qui est doctorant. Voilà. Alors, M. Freeman, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Est-ce que je partage l'écran? C'est ça? Tu m'as donné le droit? Je vais commencer le partage. Oups. C'est ça que je voulais vous montrer. OK. Est-ce qu'on voit mon PowerPoint? Est-ce qu'on voit mon PowerPoint? Est-ce qu'on m'entend? Moi, je ne vois plus rien. Là. Oui, on t'entend, Victor, et on voit ton PowerPoint. Parfait. Donc, s'il vous plaît, puisque mon champ de visibilité est réduit maintenant à mon PowerPoint puis quelques personnes que je vois en mode visuel, donc j'invite mes collègues qui ont accès à l'admission à continuer l'admission de nos collègues à la rencontre. Ah, là, je commence à le voir, là aussi, l'admission, donc je vais aussi essayer de le faire. Ensuite de ça, bien sûr, bienvenue à notre table d'échange. Et effectivement, nous, on travaille en partenariat avec un réseau Compética Compétences Pan-Atlantique. Et pour ce projet particulier, on remercie le réseau d'enseignants francophones à distance de nous avoir accordé cette opportunité de produire une recherche puis de partager ces résultats de cette recherche sous forme d'un guide qui est encore en production, mais justement, on utilise cette possibilité parce qu'on a commencé déjà à parler très brièvement, avec 5 petites minutes, on a parlé lors d'un autre événement organisé par le REFAD au mois de novembre. Donc, on a parlé un petit peu. Là, on a travaillé le mois de novembre, décembre, puis ensuite depuis janvier. Puis, on va peut-être encore prendre une couple de semaines pour terminé, mais justement, aujourd'hui, c'est une étape extrêmement importante. On vous présente, on partage avec vous le produit de notre travail et effectivement, collectif, puis effectivement, on cherche aussi des échanges avec vous. Donc, évidemment, on est très, très chanceux de pouvoir compter sur le soutien du secrétariat aux relations canadiennes du Québec, qui nous ont permis d'entamer une belle collaboration avec le laboratoire de formation et de recherche sur la littératie numérique de l'Université du Québec à Chicoutimi, ce qui nous a permis de travailler avec Patrick, qui s'est joint dans notre équipe pour le guide. Évidemment, les compétences numériques, encore une fois, vous voyez, mon S est en parenthèse parce que le Québec semble avoir opté pour le singulier. Donc déjà, vous voyez, il y a des choses à questionner dans sa stratégie numérique. Il parle d'une compétence, puis avec plusieurs composantes, dont presque toutes sont les compétences transdisciplinaires, puis encore là, une ou plusieurs, disciplinaires, transdisciplinaires, transversales, globales, essentielles, je peux en ajouter là. Technique ou non technique, ça c'est un autre champ qui nous intéresse beaucoup. Lien avec la littératie numérique, l'éthique, rôle du contexte, donc il y a beaucoup de questionnements en arrière de cette recherche. Comment les compétences plus spécifiquement
pour produire le guide, on s'est intéressé sur comment les compétences numériques non techniques, si vous voulez soft skills, si vous voulez il y a compétences du 21e siècle, puis encore une fois, je peux ajouter d'autres termes qu'on retrouve dans la littérature, même de langue française. Donc, comment ils se développent dans le contexte d'apprentissage en ligne? Question pour vous. Donc, pour vous poser une petite question, puis avoir notre premier échange, je laisse la parole à mon collègue Patrick. Donc, s'il te plaît, tu pourrais poser la question. Puis, oui. Bonjour tout le monde. Un des premiers défis quand on s'attaque aux soft skills, aux compétences numériques non techniques, aux compétences numériques transversales, ou je ne sais plus comment les appeler. En fait, c'est ça le premier défi, c'est que le champ n'est pas unifié. Il n'y a pas un vocable accepté par tous. Il n'y a pas une définition acceptée par tous. Même à l'intérieur d'un même champ, par exemple, si vous décidez d'étudier toutes les compétences tous les référentiels de compétences du 21e siècle, qui ont tous utilisent tous ce vocable-là, les définitions changent et les frontières sont plus larges ou plus minces. Donc, la première chose qu'on aimerait faire avec vous, on aimerait savoir, vous, quel sens puis quel sens vous donnez à ces compétences-là? Elles représentent quoi? Puis quel nom vous utilisez, quel vocable vous utilisez pour en parler? Si vous en parlez. Je vais en profiter pendant que les gens réfléchissent à la question, Victor et Jacques, et Patrick plutôt, ben Jacques aussi, pour vous remercier, puis rappeler à nos participants que la table d'échange, justement, se veut un lieu d'échange d'idées. Et dans le contexte actuel où le REFAD a commandité une étude auprès de nos collègues de l'Université de Moncton et de l'Université du Québec à Chicoutimi, ils sont en train de finaliser ce rapport-là qui prendra la forme d'un site web où on retrouvera des vidéos, où on retrouvera des interventions. On a pensé utiliser l'atelier d'aujourd'hui pour vous donner la parole, à vous les intéressés, afin que vous aidiez nos chercheurs. Et surtout, c'est intéressant de voir qu'on a des gens qui viennent de l'Afrique du Nord, qui viennent de l'Europe, également avec nous. Alors, essayez d'avoir un aperçu un peu plus large sur des questions qui sont finalement en évolution. Alors, je vous rappelle la question. Quel sens, chez vous, accordez-vous à ces compétences qu'on dit non techniques? Il y avait déjà une première main levée. Bonjour. Oui, allez-y. Bonjour tout le monde. Je me présente, je suis Zaïm Oulfet. Donc, je suis doctorante en sciences de l'éducation et mon sujet de recherche est exactement sur les soft skills et l'enseignement des soft skills. Et pour moi, durant ma recherche documentaire, je partage l'avis de monsieur qui est intervenu avant moi parce que trouver un mot, c'est-à-dire un concept, un vocabulaire propre à ces soft skills, c'est très difficile. Donc, on trouve plusieurs nominations, compétences clés, transversales, générales. Et donc, il y a beaucoup de terminologie. Et donc, finalement, durant ma recherche, il y avait comme un consensus, même de la littérature francophone, de les appeler soft skills, tout simplement. Donc, par le mot anglais, c'est plus global. Et donc, la meilleure définition, c'est de les opposer aux compétences techniques. Donc, ce sont des compétences non techniques. On peut les séparer en des compétences intrapersonnelles et interpersonnelles. Et je vous remercie. Merci, madame. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient nous parler de leur définition ou eux, quel vocable ils utilisent peut-être quand ils veulent parler de ces définitions, de ces compétences-là qui ont trait au numérique, mais qui ne sont pas spécifiquement techniques? Bonjour, si je peux me permettre. Oui, bien sûr. De la cité collégiale. Oh, attendez, je vais ouvrir ma caméra parce que c'est écrit. Bonjour. Donc, si je peux me permettre, moi, je travaille pour un collège francophone en Ontario et l'utilisation qui est faite, c'est la terminologie qui est utilisée, c'est compétences essentielles.
par le ministère de l'enseignement supérieur en Ontario, utilise le terme compétences essentielles, donc des compétences de base nécessaires pour bien réussir sur le marché de l'emploi. Mais quand on regarde, on compare, ce sont les mêmes éléments qu'on retrouve à l'intérieur. Effectivement, je ne sais pas si soft skills, c'est le mot idéal, parce que c'est un mot en anglais, mais il y aurait une bonne réflexion à faire là-dessus. Merci. C'est justement ce qu'on essaie de faire, mais c'est compliqué parce que, par exemple, au Québec, il y a des gens du Québec ici, au primaire secondaire, on a un cadre de référence, comme Victor le disait, qui est avec une seule compétence, dans laquelle il y a 12 dimensions, mais il y a 11 dimensions qui sont, à proprement dit, pas techniques. Ouais. Donc, on parle de la compétence numérique. OK. Parce que compétences numériques, il me semble que ce n'est pas autant englobant mais que quand on regarde l'ensemble des sous-éléments qui pourraient être considérés là-dedans. Vous avez un beau défi, ou on a un beau défi, tout le monde ensemble. Oui. Est-ce que, avant qu'on recommence, avant que Victor continue, est-ce qu'il y en a d'autres personnes qui vont nous parler de leur définition, eux, comment ils en parlent au quotidien, quel vocable ils utilisent? Pas de volontaire. Victor, je te laisse continuer. Parfait. Merci beaucoup, Patrick. Puis, s'il vous plaît, orientez-moi vers l'heure, parce que là, je vais essayer de voir sur mon iPhone les compétences numériques. On parle. OK, d'accord. Je vais essayer de continuer très rapidement pour vous introduire le contexte de l'étude. Donc, évidemment, on parle du réseau de partenaires Compética, compétences antiques en Atlantique, qui a été créé justement par quelques membres de l'association Aptica avec une table ronde lors d'une de nos congrès, je pense en 2012 qu'on a eu une table ronde. Et en 2013, on a soumis un projet au CRSH, Conseil de recherche en sciences humaines, pour obtenir une subvention dans le cadre de leur programme de développement partenariat. Et justement, en 2014, on a commencé le travail pour définir le continuum des compétences numériques la vie durant, étudier les pratiques exemplaires de leur développement, collaborer avec nos partenaires pour développer de nouvelles pratiques, justement. Donc, la phase 1 qui s'est déroulée entre 2014 et 2018 avec cette subvention de CRSH, étude de type Delphi nous a permis de parler à 45 experts de divers milieux de partenaires, écoles, postsecondaires, familles, communautés, travail. Donc, on a publié quelque chose récemment avec Jean Godin. Importance de l'apprentissage informel. Ça, c'est sûr, ça ressort toujours, d'où bien sûr dans la littérature on se trouve beaucoup. Est-ce que ces compétences non techniques ou enfin soft skills, est-ce que c'est enseignable même? Il y a des chercheurs qui se demandent, mais les experts de nos milieux de partenaires nous disent que l'apprentissage autodidacte informel il paraît-il que ça permet d'avoir du succès, mais c'est ça qui ressort. Il y a d'autres choses qui ressortent, bien sûr. Pratiques exemplaires. On a fait une dizaine d'études de cas très diversifiées, le milieu scolaire, l'école qui fait le virage numérique, les labos de fabrication numérique, l'enseignement pour de la littératie numérique pour adultes. Ça, je vous donne quelques exemples seulement. La pensée numérique, ou ce qu'on a encore une fois en anglais, on dit computational thinking, puis on cherche encore comment le traduire en français. Bref, on a fait beaucoup. Et encore une fois, les soft skills sont ressortis avec un rôle accru des pédagogies ouvertes et créatives qui favorisent une diversité des pratiques, puis aussi des contextes avec des trajectoires multiples qui semblent favoriser le développement des compétences non techniques aussi. Donc, ça ressort également dans nos recherches précédentes. Et là, on est en plein dans notre deuxième phase qui a été définie par nos partenaires, puis on a appelé Vision 2025.
avec 3 axes, parce qu'on est encore préoccupé beaucoup de la fracture ou fossé numérique, ou du fossé numérique qui est bien documenté, l'importance d'enrichir les expériences des personnes avec le numérique. Puis encore, vous savez comment c'est important dans ces pandémies, pendant la pandémie, c'est encore plus accru. J'enseigne, par exemple, le cours de didactique des maths tout de suite pour la première fois en ligne. C'est incroyable quand même. Donc, un projet collaboratif avec nos partenaires, programme en fait, je vous ai déjà nommé, il y a un nouveau projet qu'on est en train de faire, qu'on vient d'être lancé par le district francophone sud du Nouveau-Brunswick qui s'appelle Centre Apprendre, mathématiques, musique, technologie, puis le guide dont on vous parle. Très rapidement, on essaie de définir, donc on s'est basé surtout sur Sim et Tourman pour définir l'apprentissage en ligne comme expérience d'apprentissage dans les environnements synchrones ou asynchrones en utilisant différents outils numériques, téléphone mobile, ordinateur portable avec accès à Internet, versus formation à distance en se basant sur la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec, qui renvoie à une modalité d'enseignement qui permet à une personne d'apprendre de façon relativement autonome, avec des contraintes minimales d'horaire et de déplacement, avec un soutien à distance des personnes ressources. Pour les compétences non techniques, afin de définir, certains chercheurs ont pris en compte les facteurs humains, des aspects sociaux, des caractéristiques de l'individu. Par exemple, Bourrier souligne que les compétences numériques non techniques sont des compétences cognitives et sociales, et les ressources personnelles qui complémentent les compétences techniques et contribuent à une performance plus sûre et efficace. Les compétences numériques non techniques incorporent des qualités, des aptitudes comme la pensée critique, la résolution de problèmes, la communication, puis la collaboration, puis l'esprit d'entreprise, habilité à exploiter le potentiel des technologies puis des ressources numériques, la créativité et l'innovation. On parle des compétences interpersonnelles. Selon Bayes, c'est là qu'on a pris comme notre cadre conceptuel. Donc, on s'est fié au modèle des Bayes qui considère les compétences interpersonnelles. Puis voilà, vous venez d'entendre ça déjà justement de notre collègue. Communication, négociation, confiance, coopération, l'empathie, compétences cognitives, résolution de problèmes, prise de décision, la pensée critique, auto-évaluation, l'analyse, l'interprétation, la compréhension des conséquences, les compétences pour le contrôle émotionnel, la gestion dans des situations de stress puis de sentiments intenses, tels que la colère, la tristesse et la frustration. Puis là, pour sauver du temps de lecture, parce que ça va être dans le guide, donc je fais un petit peu avant-goût pour gérer le temps. Donc, vous voyez, on a pris différentes facettes, puis on les a décrites, puis là, vous allez trouver déjà dans le site Internet qu'on est en train de bâtir. Je laisse un petit peu parce que je sais qu'on enregistre, donc vous allez pouvoir y revenir vous-même. Même chose sur les compétences cognitives, la résolution de problèmes, pensée critique, prise de décision, je ne vais pas répéter, mais vous voyez, on opte pour bien décrire chaque élément, chaque composante. Puis le contrôle émotionnel, même stratégie, puis encore une fois, je laisse ça quelques secondes pour qu'on puisse y après revenir puis lire plus attentivement. Mais encore, ça va apparaître sur le site qui sera mis en ligne très, très bientôt. Puis là, évidemment, une grande question qu'on se pose, que peut-on faire pour développer les compétences numériques non techniques? Et je laisse la parole à Patrick de nouveau pour prendre un petit peu vos idées.
Merci. Victor était stressé par le temps, il a été tellement vite. Donc, on a défini qu'il y avait, à partir de la revue des écrits, on a défini qu'il y avait 3 catégories de compétences numériques non techniques. Donc, les compétences cognitives, les compétences interpersonnelles, puis les compétences pour le contrôle émotionnel. Puis à ce stade-ci, on aimerait ça vous entendre, évidemment, dans le guide, et puis juste après, on a commencé à identifier des stratégies pédagogiques qui fonctionnaient bien pour développer ces compétences-là, qu'on peut utiliser, qui sont efficaces, ou on commence à, en fait, on a déjà commencé à documenter des bonnes pratiques sous forme d'entrevues d'enseignants à l'université, au cégep ou ailleurs, qui, à distance, travaillent certaines de ces compétences-là. En éducation, mais aussi dans d'autres domaines. Ce matin, les entrevues que je faisais, c'était en finance. Et puis, bon, on a trouvé plusieurs exemples de bonnes pratiques. À ce stade-ci, on aimerait ça vous entendre, vous, ces compétences-là, est-ce que vous les développez dans vos cours et surtout, comment vous les développez, comment vous amenez les apprenants à les développer? Puis, j'ajouterais, est-ce que vous les évaluez dans vos cours? Est-ce que ça contribue à la réussite des étudiants? Donc, c'est les questions que j'aimerais vous poser et par rapport auxquelles j'aimerais vous entendre. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Oui, Madame Zaim Oulfat. Donc, rebonjour, je crois que je dois allumer la vidéo. Oui, si vous pouvez, oui. Oui, bien sûr. Étant enseignante également au niveau de l'Institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé, donc, comme vous savez, la formation infirmière est le plus d'avoir un enseignement théorique, mais aussi clinique. Et donc, l'opportunité de développer ces compétences est beaucoup plus accentuée c'est-à-dire on va suivre nos étudiants en action. Et parmi les cours que j'enseigne, c'est les soins palliatifs. Et donc, j'encadre en même temps dans le service d'oncologie. Et donc, sincèrement, c'est possible de faire développer ces compétences, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut développer par un coup de foudre. C'est quelque chose qui se développe sur le temps et selon une trajectoire bien déterminée. Et donc, petit à petit, on va amener l'étudiant grâce, premièrement, par exemple, dans le cours théorique, par des jeux de simulation, par, je ne sais pas, pour l'esprit critique, pour des lectures d'analyse critique de textes, de situations et tout ça. L'esprit d'équipe, c'est par des travaux d'équipe. Mais sincèrement, dans le terrain, on sent que vraiment, à l'action, une fois dans l'action, on sent vraiment que ça se développe petit à petit et sur le tas. Et donc, l'étudiant, par exemple pour les soins palliatifs, l'annonce du diagnostic est dramatique pour la famille. Et donc, comment pouvoir gérer ses propres émotions, comment aider les autres à gérer leurs émotions. Donc, je trouve que le développement des compétences, ça se fait par l'action. Et si je suis avec vous, parce que le titre m'a attirée, donc comment quelque chose qui est si difficile de développer en présentiel, en action, on peut le développer à distance. Donc, c'est vraiment un grand défi à relever. Je vous remercie. J'aurais le goût de peut-être vous adresser une question. Vous avez nommé plusieurs stratégies, des jeux de simulation, des travaux d'équipe. Vous avez surtout insisté sur le fait que c'est dans l'action, c'est en le faisant qu'on développe ça. Est-ce que, comme enseignante, vous donnez des balises ou vous donnez des indices sur, par exemple, c'est quoi une bonne collaboration ou qu'est-ce que ça veut dire d'être critique par rapport à la littérature quand on fait une analyse de cas, par exemple? Bien sûr, donc avant de passer à l'acte, on passe par une définition des différents concepts et de ces différentes compétences de point de vue théorique, mais j'adopte également une approche active, donc c'est-à-dire les étudiants font une petite recherche pour qu'eux-mêmes, ils arrivent à essayer de définir telle compétence de point de vue théorique.
Et après, c'est par des exercices, comme j'ai dit, en classe, en premier lieu, c'est-à-dire le cours théorique, qu'on commence à faire des choses et qu'on complète réellement au niveau du terrain de stage. J'espère que j'ai bien compris votre Oui, question. c'est très belle réponse, très riche. Ça recoupe Merci. d'ailleurs plusieurs choses qu'on a déjà trouvées. Merci beaucoup pour votre contribution. Merci à vous. J'aimerais ça entendre, il y a probablement plusieurs personnes ici qui enseignent à distance assez régulièrement ou qui avaient peut-être plus d'expérience à distance. Vous, c'est quoi vos stratégies ou vos bonnes pratiques pour amener les gens à développer, amener vos étudiants à développer ces compétences, ces soft skills-là qui sont reconnus comme essentiels au 21e siècle? Patrick, si je peux me permettre, en passant, Oui. je vous rappellerai que dans notre calendrier, je crois que c'est dans 2 semaines, le REFAD a commandité une autre étude qui porte sur le développement des compétences euh, en formation à distance. Donc, comment on est capable de développer, qui répond à votre question, là. Donc, on aura déjà une autre étude qui va venir là-dessus, mais bien sûr, je suis curieux d'entendre les gens là-dessus s'il y en a qui ont une réponse. Sinon, j'aurais peut-être une autre question pour vous. Je pense qu'on peut relancer la question, on a le temps. Merci, Patrick. Je suis juste curieux de la distinction parce que vous parlez de compétences numériques qui sont non techniques. Et vous avez identifié les différentes catégories, dont la compétence, la sphère cognitive et la sphère émotionnelle. Pourquoi est-ce qu'on tient à faire une distinction entre ces compétences-là qui seraient numériques, émotives, compétences numériques cognitives, alors qu'on parle de ces compétences transversales-là, si on veut, comme étant des compétences tout court? Pourquoi leur accoler tout de suite le vocable de compétences numériques? Je peux proposer une réponse et puis Victor pourra compléter ou proposer sa réponse à lui. Puis même chose pour Jacques. Le fait est que l'arrivée du numérique, le gain en importance du numérique dans nos vies, a créé des nouveaux espaces d'interaction, des nouveaux espaces de travail, des nouveaux espaces de communication, selon même certaines personnes, des nouvelles manières d'apprendre. Puis ces compétences-là, elles existent en dehors du numérique, mais elles prennent une nouvelle teinte ou une nouvelle importance, puis elles s'appliquent un petit peu différemment quand on les prend, puis on les applique dans l'espace numérique. Mais effectivement, l'esprit critique, c'est de l'esprit critique. C'est juste que quand on l'applique dans le monde numérique, on ne l'applique peut-être pas tout à fait de la même façon ou on ne l'applique pas on ne lui donne pas la même importance. Donc, c'est la première piste de réponse que je donnerais. Moi, je peux sauter aussi avec ma propre lecture et tout en étant en accord avec ce que tu viens de dire, Patrick. Puis moi, je pense que, comme je dis, il y a allant plus dans l'histoire, on sait que la civilisation humaine a vécu plusieurs changements très, très, très profonds. On parle de, par exemple, l'impression, comme l'apparition des livres imprimés. Puis, effectivement, nous, on est à l'ère des changements incroyables sur le plan global, sur le plan local, amplifié par la pandémie et des temps de crise, on le sait aussi, et ça amplifie justement le rôle de ces compétences-là pour réussir dans cette société qui doit préserver notre culture, notre identité. Par exemple, ici au Nouveau-Brunswick, on parle de l'identité francophone et acadienne. Donc, comment on fait dans ce monde local, global, et comment est-ce qu'on navigue? Et celui-là, notre équipe avance que les compétences font partie de cette grappe si vous voulez, du numérique,
et des compétences qui sont associées au numérique, mais encore une fois, je suis d'accord que la terminologie est encore en construction, puis en discussion, donc notre discussion y contribue, donc c'est pourquoi je saute également à la main levée de M. Serge Pichet. J'aimerais vous entendre. Bonjour, je ne suis pas du tout un spécialiste et même si je donne à l'occasion des formations, maintenant je suis plutôt technopédagogue, donc j'accompagne des enseignants dans la construction, en particulier de formation adaptée en ligne, de formation à distance. Et pour moi, puis là, c'est comme passé trop vite où j'ai été distrait et je ne maîtrise pas là, tout ce que ça veut dire, là, ces compétences nécessairement du 21e siècle. Mais généralement, on se retrouve avec des compétences de haut niveau, là, si on parle de taxonomie de Bloom ou de l'esprit critique, là, ça prend du recul, faut avoir cherché dans une masse d'informations pour en ressortir celle qui est pertinente et ensuite explorer, analyser, critiquer. Et donc, moi, mes recommandations dans des cours qui ne visent pas spécifiquement à développer ces compétences-là, mais d'abord, en ayant des évaluations les plus authentiques possibles et des niveaux les plus élevés là, dans la taxonomie, on les oblige à mettre en œuvre ces compétences-là. Puis là, bien évidemment, à des moments, on vient par rétroaction dans nos consignes, on vient les outiller. Et de la même façon, lorsqu'on les amène à travailler ensemble, puis là, moi, tous ces exemples-là se font dans des environnements numériques. Donc, je vous donne simplement un exemple, mais pour lancer un cours, un enseignant a mis en place, suite à des échanges qu'on a eus ensemble, de demander aux étudiants de sortir un article lié au thème du cours dans la dernière année d'actualité et d'expliquer en quoi cet article-là les interpelle. Et ils publiaient ça dans un forum, comme sous forme d'un billet, et là, on demandait à d'autres étudiants de réagir. Et ça permettait de lancer la première rencontre synchrone qui avait lieu une semaine ou deux plus tard. Et donc, là, déjà, on les amène à chercher de l'information, on les amène à synthétiser leurs pensées, pourquoi se positionner, et on amène d'autres étudiants à venir en interaction, dire « Ah oui, cet article-là me parle aussi parce que… » Donc, en ayant puis là, je m'excuse, là, ça manque de recul, là, mes propos, mais pour moi, là, des évaluations des tâches les plus authentiques possibles et avec des niveaux de mobilisation les plus élevés lorsqu'ils se font dans des environnements numériques développent par défaut, ou en tout cas, moi, j'ai en tête que ça va avoir cet impact de développer ces compétences transversales utiles qu'on va retrouver dans d'autres cours ou dans le cadre de leur vie professionnelle. Merci. Oui, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. Donc, un bon moyen, je retiens pour notre liste que pour bien développer ces compétences-là, vous suggérez que ça prend des tâches authentiques complexes dans un environnement numérique, puis que ça va se faire un petit peu naturellement parce que ces compétences-là sont nécessaires dans ces environnements-là, puis dans ces contextes-là. Oui, bien c'est ça. Pour arriver à les réaliser, ils vont devoir mobiliser ces compétences. Fait que, il faut l'avoir en tête. Moi, mes enseignants, je leur dis, soit on ne peut pas présumer qu'ils ont les compétences, on doit s'assurer qu'ils les ont ou les outiller. Puis cet outillement-là, bien sûr, sur le cours, lorsqu'on est sur une formation ponctuelle ou sur le cours d'un programme complet, là, il y a de l'accumulation de compétences qui s'installent et qu'on peut réutiliser plus tard, plus aisément. On n'a pas toujours besoin de revenir aux fondamentaux. Il faut le penser, il ne faut pas juste présumer que c'est là, il faut les accompagner à créer ça, mais mettre en place des tâches, des activités avec cette complexité va favoriser la mise en place. Merci. Dans le clavardage, il y avait une question. Est-ce que, puis ça nous ramène un petit peu en arrière,
mais c'était quand même une question importante. Madame Christiane, là, je m'excuse si je massacre votre nom, je suis vraiment désolé. Leclèche ou Leclèche. Leclèche. Elle demandait, est-ce que les compétences qu'on qualifie de numériques non techniques ou les compétences dont on parle actuellement, est-ce qu'on fait référence aux compétences du 21e siècle? Puis malheureusement, je suis obligé de vous dire, quand je disais que le champ n'était pas encore unifié, bien ça, c'est un bon exemple. Si vous analysez plusieurs cadres de référence du 21e siècle, il y en a qui font expressément référence à l'impact des technologies qui transforment notre société et formulent toutes les compétences en parlant du fait qu'il faut s'adapter à cette nouvelle réalité-là qui est très, très influencée par les technos. Dans ce cas-là, je dirais que oui. Mais il y a des référentiels de compétences du 21e siècle qui parlent de l'impact des technologies, mais qui parlent aussi de d'autres facteurs qui sont importants pour eux, selon les auteurs au 21e siècle, puis qui disent, bien, il y a la compétence techno, puis qui rajoutent d'autres compétences à côté. Puis là, les définitions ne sont pas toujours pareilles. Donc, à la base, on a des auteurs qui disent le fait marquant du 21e siècle, c'est les technos, puis toutes ces compétences-là sont en lien avec les technos ou sont importantes à cause du fait numérique. Puis il y a d'autres auteurs qui disent qu'il y a le fait numérique, mais il y a aussi d'autres faits qui sont importants au 21e siècle. Puis à cause de ça, il y a la compétence numérique qui se décline avec des dimensions ABCD et d'autres compétences. Puis souvent, à la fin, c'est les mêmes compétences. Donc, c'est difficile de dire, est-ce que je parle effectivement des compétences du 21e siècle? Ben oui, j'aurais tendance à vous dire oui si on utilise certains cadres. Je pense qu'il y a quelqu'un je pense que c'est vous avez parlé du cadre de l'UNESCO, si je me souviens bien. Oui. Ce cadre-là parle très spécifiquement ou de manière très importante de l'apport du numérique au 21e siècle. Puis tantôt, quand j'écoutais Victor, j'aurais eu le goût d'ajouter, vous savez, il y a des philosophes puis des historiens qui, en regardant ce qui se passe actuellement, nous disent c'est difficile à dire parce qu'on est difficile à voir parce qu'on a les deux pieds dedans, mais ce qu'on est en train de vivre, l'apport du numérique dans notre société depuis 20-25 ans, c'est peut-être aussi important que l'invention de l'écriture et de l'impression. Donc, dans quelques années, on va peut-être réaliser ça, ou peut-être que nos enfants vont réaliser ça. Donc, la réponse à votre question, ben, on est en plein dans ce que je vous disais tantôt. C'est difficile parce que le champ n'est encore pas unifié, même si on considère seulement les compétences du 21e siècle. Donc, si on fait une analyse fine des cadres de référence, à la base, ces cadres-là ne réagissent pas exactement toujours. Ils ne font pas la même description de qu'est-ce qui est important au 21e siècle. Donc, ces cadres de compétences, cadres de référence des compétences du 21e siècle ne sont pas construits toujours à partir des mêmes référents. Mais j'aurais tendance à vous dire que oui, pour moi, c'est assez compétent. Les soft skills, c'est la partie des compétences du 21e siècle qui ne sont pas à proprement techniques pour moi. Je ne sais pas si j'ai réussi à être clair, par exemple. Oui, Patrick, de ma perspective, et très rapidement, et je réfléchissais, moi, je suis encore accroché, pourquoi qu'on parle de compétences numériques non techniques? Puis, je ne suis pas convaincu qu'on a besoin. Comme par exemple, si on regarde, les technologies ont amené le phénomène du harcèlement en ligne, de la cybersexualité et de toutes sortes de choses vraiment complexes qu'on n'aurait jamais songé à faire auparavant ou sur lesquelles on n'aurait jamais songé à se questionner. Et puis, si on regarde ça, on peut se dire que dans le contexte scolaire des technologies, on veut enseigner aux jeunes à ne pas faire des gestes déplacés en ligne, ne pas se dévoiler, ne pas harceler ou écrire certaines choses. Et tout ça relève de l'esprit critique. Est-ce qu'on a besoin de dire que c'est une compétence qui est numérique, non technique, qui est l'esprit critique, alors que l'esprit critique, comme la communication, comme les autres communications, comme les autres compétences non techniques, existent dans plein d'autres référentiels. Donc, moi, mon point par rapport à ça, c'est ce domaine-là est en évolution et il est déjà tellement complexe, avec tellement de référentiels, on devrait chercher à le complexifier, à le simplifier et non à le complexifier. Voilà, c'est mon point. Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça qu'en anglais,
dans la littérature, on voit de plus en plus, ou en tout cas, on voit souvent hard skills versus soft skills, les compétences qui sont littéralement techniques, puis les compétences qui sont humaines, transversales et non techniques, mais on ne fait pas référence à est-ce qu'elles sont numériques ou pas. Et ces auteurs-là ne se posent pas cette question-là. Ils font juste mettre comme référent à la base. Le numérique est important dans notre société. Ça fait que les compétences suivantes sont devenues essentielles. Puis ils arrêtent là. Ils ne vont pas plus loin. Ils ne disent pas que c'est des compétences numériques, c'est des soft skills ou c'est des hard skills. C'est des compétences techniques ou c'est des compétences non techniques. Puis ils arrêtent là. Donc, moi, j'ai tendance à utiliser le vocable anglais soft skills parce que je trouve qu'il est plus clair, ou je parle des compétences du 21e siècle parce que c'est des compétences qui existaient déjà au 20e siècle, mais qu'aujourd'hui, à cause de par le fait du numérique, par le fait de la transformation de notre société, regagnent en importance ou deviennent très importantes ou voire essentielles selon les cadres de référence. Oui, je suis tout à fait d'accord. Puis j'aurais tendance à juste poser la question aux gens excusez-moi, du Québec, qui sont plus proches un peu du plan d'action numérique. S'il y a quelqu'un qui est au courant, pourquoi est-ce qu'eux autres, ils ont fait le choix de ne pas parler des compétences numériques, mais de la compétence numérique et de la décortiquer en composantes. Je crois qu'on a là un indice, une piste de réponse intéressante. Ouais, le cadre de référence pour la compétence numérique, étant membre du GRIPTIC, je peux me permettre de donner une piste de réponse. C'est le GRIPTIC qui a fait les travaux de base. On est parti de l'analyse d'une centaine de cadres de référence du 21e siècle, de cadres de référence numérique, de programmes. On a analysé les programmes des différentes provinces canadiennes. Par exemple, on a accordé beaucoup de temps au programme de l'Ontario qui était un petit peu en avance là-dessus sur nous, qui s'était prononcé avant le Québec. On est parti donc d'une centaine de documents. Puis, à partir des analyses, on s'est rendu compte on en est venu, les auteurs du programme, du cadre de référence, en sont venus à proposer qu'il y avait une seule compétence, un cadre de référence avec une compétence numérique qui s'articulait dans 12 dimensions. Donc, le cadre de référence, il ne dit pas que l'esprit critique, c'est une compétence numérique. Le cadre de référence, il dit avoir de l'esprit critique, c'est un aspect important du bon usage du numérique. Puis le cadre, il est tourné autour de il y a 12 dimensions, mais il y en a 2 qui sont centrales. Être un bon citoyen, puis être capable de bien utiliser les technos sur le plan numérique. Puis toutes les autres dimensions, le cadre ne dit pas que c'est exclusivement des compétences numériques, il dit l'esprit critique, c'est une dimension d'un usage intelligent et efficace du numérique. Puis il dit pour être un bon citoyen numérique, ça prend de l'esprit critique. Donc, c'est comme ça que je l'interprète. Mais c'est mon interprétation, puis il y a d'autres personnes du Québec ici, donc il y a sûrement d'autres personnes qui vont le lire un petit peu différemment, là. Oui, Madame Oulfat. Si vous parlez, n'oubliez pas d'allumer votre micro. Oui, sinon Oui, je parle, j'ai oublié. Merci. Donc, j'ai dit, je veux avoir plus d'éclaircissement. Vous avez dit qu'il y a une compétence qui s'appelle être un bon citoyen. Donc, c'est une dimension de la compétence. C'est même la dimension centrale. Tout le cadre de référence numérique pour l'école primaire et secondaire au Québec est structuré autour de 2 dimensions centrales. Puis celle qui est au cœur, on l'a vraiment illustré comme étant un cercle, celle qui est au cœur, c'est être un bon citoyen à l'ère du numérique. Donc, un bon citoyen, et on définit qu'est-ce qu'un bon citoyen? Parce qu'un bon citoyen, c'est très subjectif. Est-ce qu'on définit qu'est-ce qu'un bon citoyen ou là, c'est spécifique le Québec? C'est spécifique, un bon citoyen au Québec. Il y a une définition assez large, puis peut-être pas aussi précise que vous l'aimeriez, mais si vous allez fouiller dans le cadre de référence, je vous trouve le lien, puis je vous le mets dans le clavardage dans 2 minutes. Donc, vous aurez accès à tous les documents. Avec le cadre de référence au Québec, il y a un cadre d'évaluation aussi, il y a des vidéos de présentation, etc. Donc, vous pourrez chercher votre réponse. Oui, il y a une définition de qu'est-ce que ça veut dire être un bon citoyen numérique, mais elle n'est pas encore... je pense qu'elle va gagner en précision dans les prochaines années au fur et à mesure que les enseignants vont poser des questions et qu'on va l'utiliser, ce cadre-là. Merci.
dans le clavardage, il y a M. Piché, avant que je te redonne la parole, Victor, parce que j'imagine qu'il va falloir qu'on Parce que conclue. le temps, je cherche Ouais. aussi à entrer parce qu'on a encore quelques diapos à montrer. Monsieur, le cadre de référence vient déjà d'être affiché par M. Grégoire. Donc, M. Piché qui disait qu'il était d'accord avec vous. Je pense qu'il était d'accord avec M. Grégoire que ces compétences ne sont pas systématiquement numériques. Puis qu'avec le sujet qu'on vient de dire, que la notion de bon citoyen est certainement culturellement ancrée. Donc, Victor, à toi pour continuer. Oui, merci. Puis justement, avant de laisser la parole à notre collègue et co-auteur du guide Jacques Combage, je vous dis que ça touche c'est un élément très important dans notre discussion qui est ressorti. Nous, on peut aussi faire référence au cadre de littératie numérique d'Abilo Media. Donc, ça, c'est les fondements de la littératie numérique que l'équipe Competica a pris comme cadre de base pour étudier nos pratiques exemplaires. Et ensuite, on cherche à le bonifier, puis même développer davantage. Et là, il y a des choses intéressantes qui sortent. En plus, je vous invite à visiter le site competi.ca, le site Competica. Vous allez trouver aussi là-bas un lien vers la synthèse des connaissances sur la citoyenneté numérique dans un monde global qu'on a fait pour le CRSH, le Conseil de recherche en sciences humaines, qui a aussi une composante numérique là, très intéressante. Bref, pour aller vers les stratégies efficaces, je ne sais pas si... Ah, OK. Là, je vois que c'est une diapo que, Jacques, tu peux commencer à présenter si tu veux bien. Oui. Bon, là, vous allez défiler le diapo pour moi parce que je ne serai pas... Oui, je vais défiler dès que tu le demandes. OK. Bon, justement, comme professeur Victor vient de le dire, à partir de cadres conceptuels, nous avons fait ressortir 6 stratégies pratico-pratiques ou stratégies technico-pédagogiques qui peuvent être utilisées pour développer ces compétences numériques, non techniques dans l'apprentissage en ligne. Et ces stratégies que je vais énumérer tout à l'heure sont basées sur les résultats des recherches. Et si vous allez aller dans notre site Internet, comme M. Patrick vient de dire, ces stratégies seront aussi appuyées par d'autres expériences des enseignants qui ont vécu dans cet apprentissage, dans ce développement de compétences numériques dans l'apprentissage en ligne. Alors, je m'en vais vous présenter la première stratégie, c'est la discussion en ligne. La discussion en ligne. Oui. Donc, dans la discussion en ligne, on demande aux enseignants de permettre aux étudiants de poster ou d'afficher leurs publications sur les forums de discussion asynchrone, et cela permettrait que d'autres étudiants partent aussi voir ce que les autres ont affiché. Cela pourra leur permettre de développer les compétences de la pensée et critique. Il y a aussi plusieurs outils et plateformes de discussion en ligne telles que Edmodo, telles que Google Class, telles que Canvan, qui permet aux étudiants de tenir des discussions en ligne. En tenant ces discussions, les étudiants peuvent développer les compétences de coopération, tout comme les compétences de communication. Il y a aussi les forums de débat en ligne, comme INISA, qui permet aux étudiants de communiquer, tout comme de résoudre les problèmes en ligne. Alors, j'aimerais aussi vous dire que dans ces stratégies, il y a échevauchement entre ces stratégies. Donc, ce qu'on peut trouver dans une discussion en ligne peut aussi se trouver dans la collaboration en ligne. Il y a ces croisements de stratégies. Alors, la deuxième stratégie serait la collaboration en ligne. Ici, nous avons trouvé dans la recherche que quand les élèves utilisent les outils de vidéoconférence, tout comme les courriels, comme le Google Outlook, le Skype, même le Facebook, ça leur permet l'opportunité de développer les compétences de communication avec les pairs et même des compétences de pensée critique. Les étudiants peuvent aussi utiliser les outils de Google comme le Google Doc pour travailler en collaboration sur un projet commun
Et en travaillant sur un tel projet commun, ça leur permet de développer les compétences de communication et les compétences de négociation. Ils peuvent aussi utiliser les outils comme les SharePoint et les outils de Office 365. Cela permet aux étudiants d'avoir une coopération entre eux et de développer les compétences de coopération. Et troisième stratégie, c'est le travail en équipe. Dans le travail en équipe, il y a beaucoup d'outils comme le blog, comme le Google Drive, comme le Google Sheet, comme les Google Slides, Google Documents qui permettent aux étudiants de travailler ensemble en équipe en réalisant des projets communs, en réalisant des présentations communes sur les travaux académiques. Cela leur permet de développer les compétences de résolution des problèmes, des compétences de pensée critique, tout comme des compétences de communication. Les étudiants peuvent aussi travailler en ligne, faire des présentations, téléverser ces présentations, tout comme télécharger les présentations d'autres personnes. Cela leur permet de développer les compétences de résolution des problèmes, tout comme les compétences de la pensée critique. Quatrième stratégie, ça serait la rétroaction. On vous demande d'utiliser les outils de Microsoft Word, comme des révisions, pour faire des commentaires sur les travaux des étudiants. Quand les étudiants reçoivent ces commentaires, ça leur permet d'avoir la confiance de leurs travaux, ça leur permet de gérer certains sentiments de stress, certains sentiments de frustration sur les travaux, et ça leur permet aussi de développer les compétences de la pensée critique. Toujours dans la rétroaction, on vous demande de faire des rétroactions synchrones sous forme d'audio, sous forme de vidéos, entre enseignants et élèves, tout comme entre élèves et élèves, tout comme aussi, vous pouvez aussi relancer les étudiants par un appel téléphonique. Cela leur permet de gérer un peu leur frustration, leur stress sur une matière ou sur un problème d'apprentissage. Cinquième stratégie concerne la création, le partage du contenu. Là, nous vous demandons de permettre aux étudiants d'utiliser les outils tels que SMAP, les forums en ligne, pour que les étudiants co-créent, co-éditent et partagent les ressources d'apprentissage. En partageant de telles ressources, ils vont développer les compétences de communication, tout comme les compétences de résolution des problèmes. Comme je viens de dire dans la stratégie présente de travail en équipe, on peut encore trouver les mêmes outils comme les blogs, les Google Drive, pour co-créer, pour partager et présenter des choses en commun. Et cela permet aux étudiants de développer les compétences de communication, tout comme les compétences de la pensée critique. La sixième stratégie, je pense, c'est la gamification. Et puis, je pense, dans notre site, vous allez trouver, on va encore ajouter l'assimilation. C'est que madame qui venait de parler tout à l'heure là a fait référence dans la science médecine, oui. Donc, dans la gamification, actuellement, il y a beaucoup d'outils, des jeux qui permettent les jeux en ligne où les étudiants peuvent travailler, peuvent jouer, apprendre en jouant. Et cela peut leur permettre de développer des compétences de communication, tout comme les compétences de résolution des problèmes. Et tout comme aussi, il y a aussi des outils comme le Minecraft, que vous pouvez organiser en équipe de 2. Et les étudiants peuvent utiliser le Minecraft pour jouer ensemble. Et cela peut leur permettre de développer les compétences de communication, les compétences de collaboration, tout comme les compétences de travail en équipe. Et il y a aussi les simulations aussi. Il y a maintenant beaucoup d'outils de simulation en ligne. Je pense que nous allons le mettre dans notre site, qui peuvent être utilisés dans les sciences comme la médecine pour que les étudiants utilisent des choses comme dans le monde réel. Cela peut leur permettre de développer les compétences de collaboration, compétences de résolution des problèmes. Je pense que c'est ça les 6 stratégies que nous avons identifiées qui viennent de résultats des recherches. Ils seront appuyés avec des témoignages des enseignants qui ont vécu, qui développent ces compétences dans leur enseignement à distance. Je pense que j'ai fini ces 6 stratégies.
Un gros merci, Jacques, pour cette présentation très brève. Puis vous avez compris que le site est en construction, puis il va être en ligne dans quelques semaines, avec peut-être un petit peu plus, avec une autre petite étape, parce qu'on va devoir couper des vidéos pour faire des capsules plus courtes, des témoignages de plusieurs collègues qu'on a réussi à recueillir justement dans le cadre de cette recherche et cette production, conception du guide. Encore une fois, le site est aussi, c'est là où le rôle de notre collègue Pierre-Paul Cyr, qui travaille aussi, qui se joint à l'équipe à cette étape de production, que je voudrais aussi remercier pour travailler avec WordPress pour nous aider à monter le site. Les questions sont ouvertes maintenant, puis je sais que le temps, on achève, mais je laisse Patrick boucler la boucle, s'il te plaît. C'est pas drôle, on fait un an et j'ai oublié encore mon micro. En fait, à ce stade-ci, il ne reste pas de temps, mais j'aimerais savoir, on a prévu dans le guide de présenter les stratégies, de présenter des entrevues aussi, des cas ou des petites capsules par des enseignants, quelque chose qui va aller entre 30 secondes et 3 minutes dans lesquelles ils nous expliquent comment eux, ils font dans leur cours ou comment ils les évaluent ou quelle importance ça a dans leur cours. À ce stade-ci, si vous avez des demandes, s'il y a des choses que vous aimeriez, peut-être que je ne peux pas faire de promesses, mais peut-être qu'on l'a comme information, puis on n'a juste pas pensé à le mettre dans le guide, ou peut-être qu'on ne lui a pas donné beaucoup d'importance, mais à la lumière de vos commentaires par rapport ou de vos questions par rapport aux conférences, je vais dire aux soft skills, on pourrait l'ajouter ou on pourrait le mettre en valeur. Donc, j'aimerais ça entendre vos questions si vous en avez ou vos demandes. Et puis, M. Piché, oui, moi aussi, en fait, je suis convaincu que le REFAD va diffuser le lien vers le site dès qu'il va être terminé, puis va vous aviser quand il va être terminé, puis quand toutes les petites vidéos, les capsules vont être introduites à l'intérieur. Pour moi, ça ne fait pas de doute. Oui, Mme Ginette? Pour ce qui est de ma part, c'est un univers que je ne connais pas vraiment. Puis, la seule connaissance que j'ai, c'est mon vécu de la dernière année. On y est tous un peu... Par contre, un des aspects qui ne semble pas avoir été abordé, mais c'est peut-être dû à mon manque de connaissances, c'est ces compétences non numériques. Comment peuvent-elles être palliées? Parce que sur des milieux sociaux, dans des contextes sociaux où il y a un écart important au niveau de la technologie et des outils de communication. C'est-à-dire que là, on est en train de développer une réflexion autour des compétences numériques. On a un bassin de population qui n'est pas desservi de la même façon avec ces technologies, etc. On est en train d'introduire des écarts d'apprentissage, de comportement, etc. entre des sous-groupes bien desservis par une technologie à distance. Ça va aussi, dans ma tête à moi, quand je vous écoutais, quand on enseigne à l'université à des personnes adultes, c'est un contexte totalement différent que d'enseigner à un niveau primaire avec des enfants, des élèves qui n'ont pas nécessairement les mêmes points de départ, les mêmes bases. On est en train de construire une nouvelle société beaucoup axée sur ces technologies parce qu'elles sont indispensables. Par contre, on est en train peut-être, moi c'est juste un regard très personnel, mais très néophyte du domaine, mais je regarde mes étudiants qui sont des étudiants universitaires, etc., où on affiche une pseudo-présence, etc., des comportements malsains sur le plan social, où on signifie une présence virtuelle alors qu'on ne l'est pas, où on va comment devenir plus impersonnel, notre contact n'est pas là, même si on essaie d'être... bon, là, c'est la mode. Ma fille est au cégep du côté Québec.
Là, c'est la mode. J'y ai goûté là, dans la dernière semaine où on a pris on me filmait en train d'enseigner pour mettre sur des réseaux sociaux, etc. Donc, on perd un contrôle de cette éthique, de ce comportement. Bon, moi, c'était pas grave ce qu'il a filmé de moi, là, je ne suis pas offensée de ça, mais il reste que on est en train de créer comme des environnements numériques, des environnements non numériques, mais à quelque part, je pense que les non, ici c'était non numérique, je pense que les valeurs essentielles prennent le bord un petit peu. Qu'on ait accès à une technologie numérique ou pas, les valeurs fondamentales de l'être humain, du respect, de l'empathie, d'une sympathie. Moi, excusez, mais quand j'enseigne, c'est vraiment plate parce que j'ai devant moi uniquement les étudiants ne veulent pas allumer les écrans, etc. Donc, ça devient totalement impersonnel. Et cet univers numérique dans lequel on est forcé présentement d'y aller aura des conséquences sociales. Donc, cette dimension de communication, oui, mais le contexte social, etc., je trouve que c'est une dimension importante où entendre quelqu'un présenter un désarroi ou une difficulté ou une tristesse, son père, sa mère, il y a eu un décès, ses grands-parents, etc. Il y a une déshumanisation un peu due à cet outil qui est là et qui fait qu'on n'a peut-être pas le même sentiment. Je suis vraiment hors piste. Je vous ai écouté très attentive. Je suis naïve dans cet univers-là, mais dans ses compétences, me semble non transversales, etc., je pense que cette technologie, il faudrait aussi peut-être d'aborder comment elle était en train de modifier nos propres comportements puis de les remettre en question sur des valeurs fondamentales. Moi, quand j'ai décidé à l'âge très, très jeune de devenir une enseignante, bon, je suis au niveau universitaire, oui, mais il reste que c'était ce contact humain, cet échange humain, cette relation qui t'amène à un moment donné à avoir une influence sur peut-être l'avenir d'un jeune, ne serait-ce que par ta passion. Cette passion, je trouve qu'elle est un peu amputée là, par ce numérique qui se met en place et qui nous distancie de l'être humain qui est devant nous. Donc, bref, j'en referme ma parenthèse parce que c'est tout un univers qui m'intéresse, mais j'y suis forcée, puis j'ai comme un regard très néophyte et je me dis, on est en train de créer deux populations. Moi, je suis dans une communauté où ils n'ont pas Internet, ils n'ont rien de ça. Qu'est-ce qu'on fait? On est en train d'outiller, de surperformer dans les grands centres et les zones rurales. Bon, ils viennent de l'annoncer, mais il reste qu'on est en train de créer des deux phases. La haute vitesse, ces objets de téléchargement, ben, si ton dossier, il prend 2 heures à télécharger, je ne suis pas sûre qu'ils ont envie. Bref, j'arrête là pour l'instant, mais… Effectivement, vous avez raison que ça crée des inégalités qui ont été parfois exacerbées par la crise récente, par la pandémie. Il y a des chercheurs qui s'intéressent spécifiquement à ces inégalités-là. Moi, je vous recommande, à l'UQAM, il y a une chaire de recherche, elle est structurée autour de Simon Collin et puis plusieurs de ses collègues là, qui travaillent sur les inégalités numériques, entre autres, et ils ont récemment, là, il y a une chercheure puis M. Collin qui ont publié des rapports, 2 rapports, je crois, sur le sujet. Ça pourrait vous intéresser. Donc, ça, puis de votre discours, de votre présentation, de votre longue question, je retiens aussi toute la question de l'importance de la netiquette. Quelque part, ce n'est pas une compétence qui est. Non, ce n'est pas une soft skill, ce n'est pas une compétence non numérique. En tout cas, elle est jamais, on n'en parle jamais. Mais c'est super important, la netiquette. Puis ça fait partie, nous, au Québec, dans le cadre de référence, dans ce qu'on tient, un bon citoyen numérique, bien, il y a cet aspect-là de la netiquette, de l'étiquette sur Internet, de l'étiquette avec le numérique, qui, je pense qu'il va falloir pousser un petit peu. Je suis assez d'accord avec vous, mais je n'en ai pas fait un objet de recherche, donc je ne peux pas aller plus loin. Là. Je ne sais pas si Victor ou Jacques ont été plus loin que ça par rapport à ça, mais effectivement, je pense que ça va être à développer dans le futur. Merci. Et je veux juste dire, sûrement inclure dans notre guide. Donc, on va aller chercher ce qui fonctionne dans des cas que Ginette vous venez de décrire. Puis effectivement, c'est très, très pertinent. En gros, merci.
Merci. Merci à Victor pour cette réponse, à Patrick pour les clarifications. Merci aux intervenants également. Normalement, la table d'échange se termine à 1 heure. On peut continuer un tout petit peu. Moi, ça me fait plaisir d'être là. Et puis, on avait une question de Mme Leclèche qui disait, est-ce que vous avez des pistes de critères d'évaluation de ces compétences qui seraient des compétences non techniques? Puis moi, justement, j'aimerais ça ajouter dans ce sens-là un tout petit peu la question de l'évaluation. Puis j'ai mis un lien vers le cadre de référence ou de PICS, que ça s'appelle. Puis PICS sert à développer, évaluer et, bon, en tout cas, je l'ai marqué dans le cavardage, les compétences numériques des gens, justement. Et puis, oui, certifier, c'est la troisième chose que ça fait. Et puis, dans le cadre de votre recherche, vous avez identifié des contextes par lesquels on pourrait développer les compétences non techniques. La question, c'est comment arrive-t-on à les évaluer? Et est-ce que vous êtes penché là-dessus? La réponse très simple, on n'a pas encore des données de recherche parce qu'on a déjà créé un projet, puis on atteint la réponse d'un organisme de financement. Mais oui, on est en plein là-dedans. On ne sait pas encore, nous, à l'intérieur de l'équipe Compética, on aborde juste un petit peu les compétences du XXIe siècle avec certaines grilles qu'on a trouvées. Mais comme je dis, on va essayer de mettre quelques éléments qu'on retrouve dans la littérature, dans le guide, mais c'est un champ de recherche où on a besoin de travailler beaucoup, beaucoup plus qu'on l'a fait jusqu'à date. Peut-être Patrick, Jacques. Oui, pour point de vue données de recherche, je n'ai pas grand-chose. Juste dire que dans les entrevues qu'on est en train de faire, moi, en tout cas, c'est quelque chose que je demande aux gens hein, dès qu'ils me parlent, dès qu'ils répondent à ma question et qu'ils me disent oui, il y en a dans mon cours. Ben, dans ma liste, il y a comment vous les évaluez ou quelle importance ça a dans l'évaluation. Donc, on va sûrement avoir quelque chose comme ça à ce sujet-là dans les capsules à mettre. En tout cas, j'espère qu'on va avoir assez de contenu pour faire une petite capsule d'évaluation ou qu'il en soit question dans plusieurs capsules. Dans le cadre de référence, au Québec, le cadre de référence propose des échelons de compétences, donc pour chacune des dimensions. Sauf que c'est les mêmes 3 échelons de compétences que tu sois au primaire ou à l'université. C'est juste que là, c'est l'enseignant qu'il faut qu'il module le niveau de complexité. Donc, il reste du travail à faire. À l'UQAC, nous, pour les supervisions de stage, entre autres, on a commencé à réfléchir à ça, comment on va moduler ces niveaux de compétences-là, puis ça va être quoi nos attentes, puis on veut donner des indices plus précis à nos futurs enseignants pour que stage 1, les attentes, c'est ça, stage 2, c'est ça pour chacune des dimensions. Dans certaines provinces canadiennes, je ne me souviens plus lesquelles, là, mais avec leurs compétences numériques, ils avaient des échelons ou des grilles d'évaluation qui étaient proposées aux enseignants. Donc, ça existe un peu en cherchant. PICS en France qui vise aussi, c'est vrai que ça vise à faire un portrait. Ça peut être intéressant de regarder. Au GRIPTIC, on est en train de travailler sur une boussole numérique pour le Québec, mais c'est encore à l'état de projet, là. Oui, puis si je peux me permettre, juste pour terminer, ce que je trouve vraiment, vraiment intéressant de PICS, et puis une intervenante nous l'a dit un tout petit peu plus tôt aujourd'hui, les compétences, c'est un instantané de où on se situe à un instant de notre vie, mais c'est un développement longitudinal qui se poursuit la vie durant. Alors, quand tu abordes PICS et que tu choisis d'évaluer tes compétences, par exemple, pour l'utilisation de logiciels de texte en ligne, alors, il te présente tout de suite une question et c'est un petit peu un défi. Ça sert à juger à peu près où tu te situes. Et en fonction de ta réponse, il va te poser d'autres questions jusqu'à temps qu'il arrive à cerner où tu te situes sur ce continuum-là. Puis je trouve que c'est un modèle vraiment, vraiment bien fait. Moi, je l'adore. Je vous invite à aller le voir, en tout cas, puis ça donne des belles pistes de réflexion pour l'évaluation, mais c'est énormément de travail aussi à développer. Alors, peut-être on va inviter les gens à conclure les derniers commentaires s'il y en a, parce qu'on a perdu beaucoup de participants avec le retour de l'activité de l'après-midi. Est-ce qu'il y aurait d'autres interventions?
Alors, je retiens à nos présentateurs, Jacques, Victor et Patrick, que la dernière question n'a pas été tellement bien répondue ou pas été autant de pistes de réponses pour vous que vous l'auriez peut-être souhaité. Mais c'est un très, très beau travail. Moi, je trouve la discussion tout à fait passionnante et je vous laisse le mot de la fin, messieurs. J'ai quand même noté 5 choses par rapport à la dernière question. L'air de rien, dans le clavardage puis les commentaires, j'ai réussi à trouver 5 choses à travailler. Donc, merci tout le monde. Et puis, c'était un plaisir de vous présenter. C'était un projet ongoing. Il n'est pas tout à fait fini, mais ça va nous faire plaisir de vous diffuser ça. Jacques, veux-tu dire un petit mot de fin? Micro, Jacques. Je disais que je remercie tout le monde pour les contributions, surtout la dame qui a parlé pour la première fois nous a dit que donc il faut qu'il y ait des actions pour développer ses compétences et c'est quelque chose qui prend du temps, c'est un processus et cela doit être pris en compte dans nos stratégies, tout comme dans nos actions qu'on doit insérer dans le site Internet. Merci beaucoup pour tout. Et moi, pour terminer, moi, c'est merveilleux d'avoir cet échange avec vous autres. Un gros merci à l'équipe du REFAD, Robert, plus particulièrement de nous avoir guidés tout au long de ce projet. Puis là, on est très inspiré par ces échanges. En tout cas, moi, je parle de moi. Je suis très, très, très intéressé qu'on continue. Puis qu'aussi qu'on entame des collaborations parce que le réseau Competica, juste pour vous dire que c'est un réseau ouvert. Donc, on espère aussi avec ce travail-là d'avoir d'autres partenaires pour justement s'attaquer ensemble en collaboration puis des concerts sur ces problématiques extrêmement importantes et aussi réfléchir sur ce qu'on apprend en faisant. Merci beaucoup encore une fois. Puis envoyez-moi des courriels aussi à d'autres membres de l'équipe. Vous avez mon courriel et donc au plaisir de converser avec vous, de continuer la conversation. Puis évidemment, dès que le guide sera en ligne, on vous avisera. Merci beaucoup, Victor et Jacques à l'Université de Moncton et M. Patrick à l'Université du Québec à Chicoutimi d'avoir participé à nos séries d'activités de perfectionnement du REFAD. Votre présence, votre sujet et votre enthousiasme, sans parler de vos compétences, ont vraiment contribué aujourd'hui. Alors, on vous remercie beaucoup. On remercie tous nos participants. On vous dit au revoir.